Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Grand Format, votre émission de débat sur le 360. Dans ce numéro, nous allons parler industrie, nous allons faire le point sur la situation actuelle du secteur industriel, l'occasion d'évoquer un certain nombre de sujets d'actualité, notamment la nouvelle charte de l'investissement, les nouvelles mesures fiscales concernant les zones d'accélération industrielle, ainsi que la nouvelle taxe carbone aux frontières de l'Union européenne. Pour parler de tout cela, j'ai le plaisir de recevoir Riyad Mzour, ministre de l'Industrie et du Commerce. C'est tout de suite dans Grand Format. Riyad Mzour, ministre de l'Industrie et du Commerce, bonjour. Bonjour. Vous êtes né à Rabat en 1971. Après les études secondaires à Casablanca, au lycée Lyautey, vous vous êtes rendu en Suisse pour vos études supérieures. Vous êtes diplômé de l'école polytechnique de Zurich. C'est en 1996 que vous avez entamé votre carrière, d'abord auprès d'ABB, un groupe suisse d'ingénierie et de technologie. Ensuite, vous avez intégré le cabinet Deloitte en tant que consultant en charge de services financiers. À votre retour au Maroc en 2003, vous avez occupé le poste de directeur général de Budget, une filiale du groupe Finance.com spécialisée dans la location longue durée. 2 ans plus tard, vous avez rejoint le groupe Somed, dans un premier temps en tant que conseiller du président, avant de prendre la direction commerciale de sa filiale Zelidja, une entreprise qui opérait dans le secteur de la métallurgie. En 2009, vous avez dirigé Suzuki Maroc, une autre filiale de la Somed spécialisée dans la distribution automobile. En juillet 2019, vous avez été désigné chef de cabinet du ministère de l'Industrie et du Commerce, qui était alors Moulay Hafid Al-Alami. Le 7 octobre 2021, le roi Mohamed VI vous a nommé ministre de l'Industrie et du Commerce. Bien, alors première question, monsieur le ministre, si vous permettez, une première question, on va parler de football. Le Maroc a signé une prestation plus qu'honorable, une prestation historique. Il a pu accéder pour la première fois à la demi-finale de la Coupe du Monde. C'est le premier pays qui a pu atteindre ce niveau de compétition. D'abord, comment vous avez vécu cette séquence historique ? Pour vous dire la vérité, je ne suis pas encore revenu de cette séquence historique. On est encore en plein dedans. C'est un moment de joie, c'est un moment de bonheur, c'est un moment de fierté, c'est un moment de partage. Et le plus important de tout ça, c'est que c'est un moment qui permet aux Marocains de comprendre la valeur de ce qu'ils sont capables de faire et de ce qu'ils sont capables de réaliser. Et ça, pour moi, c'est le plus grand exploit qu'a réussi notre équipe nationale. Nous avons des qualités exceptionnelles, nous avons des capacités à réaliser, pas ce qu'on appelle des exploits, mais des performances de niveau mondial dans tous les secteurs et dans tous les domaines. Le foot l'a prouvé aujourd'hui de manière claire, de manière évidente, l'a prouvé au monde entier, mais ce qui m'importe le plus, c'est qu'il l'ait prouvé aux Marocains. Et mes concitoyens comprennent enfin qu'ils sont capables de tout réaliser. Et vous, en tant que ministre de l'Industrie, comment on peut capitaliser cet exploit et grignoter de nouveaux points de PIB, améliorer des choses, peut-être séduire de nouveaux industriels ? D'abord, l'image du Maroc s'est trouvée fortement renforcée de par les réalisations de notre équipe nationale. Mais je vais vous le dire, les industriels parlent entre eux, se connaissent, même dans le monde, c'est un petit monde quelque part, au niveau des opérateurs, et connaissent déjà dans le monde entier la valeur de notre pays et les performances de notre capital humain et les performances de notre système d'accompagnement des investisseurs, la pertinence de nos stratégies sectorielles portées par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Le Maroc est très très attractif au niveau industriel. Le Maroc réalise des performances exceptionnelles au niveau industriel. Nous sommes assez confiants que nous sommes qu'au début d'une aventure industrielle encore plus importante, encore plus dense, encore plus porteuse de richesses et d'emplois. Et bien évidemment, tout ce qui peut renforcer la notoriété et l'image
de notre pays est bon à prendre. Merci pour cette transition. Justement, comment va l'industrie dont vous avez la charge? Nous sommes en décembre 2022. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la crise est derrière nous? Non seulement on peut dire que la crise est derrière nous, mais on peut aussi dire qu'on n'a jamais été aussi performant de notre histoire. D'abord, pour faire l'analyse de la crise, nous avons récupéré à peu près 106 à 107% de l'emploi. Ça veut dire si on avait 100 en termes d'emploi avant la crise, on a 6 à 7% de plus aujourd'hui. Pour ce qui est des performances, nous n'avons jamais autant exporté au niveau industriel. Pour vous donner un exemple, on est à un peu plus de 300 milliards à fin octobre, et donc nous comptons pour la première fois avoir plus de 350 milliards de dirhams d'export industriel, de produits manufacturés dans notre pays, et c'est une première. Est-ce que c'est valable pour tous les secteurs? Alors justement, on va prendre les 4 secteurs emblématiques de notre pays. Pour la première fois de son histoire, le Maroc va dépasser les 100 milliards de dirhams d'exportation automobile. Pour la première fois de son histoire, le Maroc va dépasser les 40 milliards de dirhams. Ça y est, on a dépassé les 100 milliards de l'automobile? Alors on est à 89 en 10 mois. En 10 mois. On est à 89, 81. Donc on est quasiment sûr qu'on va terminer l'année à plus de 100 milliards. Sauf grande surprise, et les indicateurs montrent que jusqu'à présent, on se dirige vers les 100 milliards. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Pour la première fois de notre histoire, on va dépasser les 40 milliards de dirhams dans le secteur textile, d'exportation textile. Pour la première fois de notre histoire, on va dépasser, Inch'Allah, les 40 milliards d'exportation dans le secteur de l'industrie agroalimentaire. Industrie agroalimentaire, pas le secteur agricole. Pour la première fois de notre histoire, Inch'Allah, à la fin de l'année, on va dépasser les 20 milliards de dirhams d'exportation aéronautique. Donc tout ça, ce sont des indicateurs exceptionnels desquels il faut se réjouir, qu'il faut analyser, qu'il faut encore accentuer pour pouvoir aller encore plus loin. Vous avez évoqué l'emploi industriel et vous dites que l'emploi industriel se porte bien, mais il y a toujours certains observateurs qui remettent en question les statistiques communiquées par le ministère de l'Industrie. C'est une question classique. Ils disent qu'on ne retrouve pas les chiffres communiqués par votre ministère au niveau des chiffres du HCP. Oui. D'où vient cet écart? Alors l'écart est très simple. L'écart est très simple. Nous pilotons nos statistiques en fonction des enregistrements de la CNSS. Ça veut dire chaque mois, on prend les entreprises industrielles et on regarde ce qu'elles ont déclaré comme emploi à la CNSS et on analyse ça. Bien sûr, on fait des correctifs et on a différents indicateurs qui montrent le volume de l'emploi. Est-ce que c'est des gens qui travaillent de manière temporaire? Est-ce que c'est des gens qui travaillent de manière durable? Quel est le nombre d'heures travaillées, etc. Donc on fait une analyse par rapport à des déclarations réelles, emploi par emploi déclaré. De l'autre côté, on a le HCP qui fait un travail conformément à la doctrine internationale et aux meilleures pratiques internationales que nous ne contestons pas, qui est un travail qui est fait sur la base d'enquêtes. Ça veut dire que c'est des appréciations, des estimations qui tiennent compte éventuellement des chiffres de la CNSS, mais qui tiennent compte des enquêtes et des déclarations des opérateurs qui sont faites sur le terrain. Et c'est un échantillon. Donc effectivement, il peut y avoir des différences par rapport à cette appréciation. Ce qui est bien avec les chiffres du HCP, c'est qu'ils peuvent aussi capter une tendance sur l'informel que nous ne captons pas par rapport à nos chiffres. Mais d'une manière globale, in fine, on finit par se retrouver sur le long terme. Alors, revenons au secteur de l'automobile. Tous les grands constructeurs automobiles dans le monde ont commencé à basculer vers l'électrique. La question, comment voyez-vous, en tant que ministre de l'Industrie, le positionnement de l'industrie automobile marocaine dans les 10 années à venir? Est-ce que la plateforme industrielle marocaine est prête pour assurer ce basculement vers l'électrique? Ou bien vous pensez que le Maroc doit se positionner en se spécialisant dans les voitures thermiques destinées aux pays émergents? Les deux, mon général. Les deux, mon général, le thermique n'est pas mort, le thermique a encore de beaux jours devant lui, et pas seulement dans les pays émergents, parce qu'il se peut
qu'après la vague électrique, on passe à une autre vague qui utilise aussi du thermique, que ce soit une vague hydrogène ou une vague gaz ou une vague liée au méthanol ou autre chose. Il y a une transition à faire. Donc le thermique a encore une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années devant lui, tel qu'on le considère aujourd'hui. L'hybride est une transition qui va être utilisée dans les pays émergents et dans les pays développés. Et bien évidemment, la transition électrique est importante puisque notre principal marché d'exportation, qui est l'Europe, a pris une décision ferme par rapport à l'électrique d'un basculement en 2035 et que l'évolution des attentes du marché commence à faire apparaître qu'il y a un marché sur l'électrique. Alors, où est le Maroc dans tout ça? D'abord, le Maroc produit déjà de l'électrique. Nous avons une capacité de production aujourd'hui de 40 à 50 000 véhicules électriques. Dans la micromobilité, je reviendrai là-dessus, c'est extrêmement important, produit de l'électrique et notre capacité qui est déjà annoncée va se porter à environ 100 à 120 000 véhicules dans les 3 ans à venir sur le capacitaire que nous aurons dans 3 ans, qui est de 900 000 à 1 million de véhicules. Ça, c'est déjà acté. Sur le second volet, la transition, nous avons commencé à travailler avec les constructeurs sur de l'hybridation, et nous sommes en train de travailler dessus. Et sur le troisième volet, qui est de la mobilité électrique classique, nous sommes en train de travailler sur la mise en place d'infrastructures de production de batteries électriques pour servir la plateforme marocaine et la plateforme internationale. Nous avons de très bons atouts pour ça et des intérêts assez prononcés, voire même actés au niveau de l'intérêt sur certains projets dans ce sens-là. Et nous travaillons avec nos constructeurs pour faire en sorte que les modèles actuels puissent être prédisposés à accueillir l'électrique et les modèles futurs puissent être engagés soit dans l'hybride, soit dans l'électrique. Ça, c'est pour le travail que nous faisons. Derrière ça, il y a des risques. On n'est pas exempt de risques. Les risques sont qu'il y ait aujourd'hui une appréciation différente de nos partenaires économiques par rapport au rôle du Maroc dans la mobilité électrique. Je m'explique, il y a des risques de barrières non tarifaires avec nos partenaires classiques qu'on est en train de discuter, d'où l'importance du pacte vert avec l'Union européenne, etc. Il y a aussi des atouts. Le Maroc est probablement l'un des pays les mieux positionnés dans la région, et quand je parle de la région, je parle de tiers de globe, Europe, Méditerranée, Afrique, pour être l'une des sources de production majeures, si ce n'est principale, de batteries électriques. Vous avez annoncé récemment que le Maroc est sur le point de produire une voiture 100% marocaine. Qui est derrière le projet et qu'est-ce que vous voulez dire par une entreprise 100% marocaine? Alors, je n'ai pas précisé ce 100% marocaine, c'était des interprétations. Je voulais parler de marque marocaine, puisque l'enjeu, moi, toutes les voitures qui se produisent au Maroc sont marocaines, d'abord, quelle que soit leur marque. Et il y a même des voitures qui ont des marques étrangères, qui ont un taux d'intégration largement supérieur à ce que, par exemple, va avoir la marque marocaine qui est en préparation. Nous avons une initiative, un investissement marocain pour produire un véhicule qui est en cours d'homologation auprès des autorités qui sont en charge de l'accréditation et de l'homologation de ces opérateurs. Nous sommes en train de travailler avec eux. Le véhicule, nous avons eu la chance de le voir en avant-première et je pense que certains de vos collègues en ont déjà parlé, et vous-même aussi. Et ce véhicule a subi tous les tests avec succès, sera proposé à la clientèle marocaine avec des prix extrêmement intéressants et compétitifs. Et nous sommes heureux de pouvoir... Vous avez une idée sur le niveau de prix? Je crois que c'est autour de 170 000 dirhams, si mes indications sont bonnes. Nous avons bon espoir et les expériences de véhicules marocaines ont déjà existé. On connaît tous Menara, etc. Ou l'Araki, des véhicules assez luxueuses et qui nous ont fait honneur et qui nous font plaisir et qui sont dans la mémoire de beaucoup de passionnés de l'automobile au niveau marocain. Là, c'est le premier véhicule, on va dire mass market,
qui pourra être mis à la disposition des ménages marocains, qui portera un nom marocain, avec lesquels on travaille pour augmenter le taux d'intégration, pour que les pièces qui soient dedans soient aussi à terme majoritairement marocains, pour qu'il y ait d'autres modèles, que ça fasse des petits, pour l'accompagner dans cette initiative. Et nous sommes fiers que les investisseurs marocains commencent à vouloir porter cette industrie, y compris au niveau de la marque. Donc il est destiné principalement au marché local. Pour l'instant, mais nous sommes confiants et nous allons accompagner et faire du mieux qu'on peut pour que cet opérateur ait une dimension internationale. Inch'Allah. Ça fait des années qu'on entend parler de l'arrivée imminente d'un troisième constructeur automobile au Maroc. En 2017, le Maroc a même signé un contrat avec le chinois BID pour installer une usine de voitures électriques à Tanger. Ce projet, malheureusement, est tombé à l'eau. Pourquoi le Maroc ne parvient toujours pas à attirer un troisième constructeur? Alors, le Maroc est idéalement positionné pour attirer n'importe quel constructeur. Mais il faut savoir, c'est que le marché, je ne m'interdis pas qu'il y ait un troisième, un quatrième ou un cinquième. Il faut savoir que le marché principal auquel nous vendons nos véhicules, c'est le marché européen. Et comme vous le savez, le marché européen et globalement le marché mondial de l'automobile est aujourd'hui en baisse. C'est un marché qui est en baisse et donc les capacités existantes ne sont pas utilisées à 100%. Donc l'achat est en baisse. Il y a aussi des problématiques de goulot d'étranglement, comme vous le savez, au niveau de la chaîne de valeur. On parle de semi-conducteurs, mais il n'y a pas que les semi-conducteurs. Il y a aussi certaines matières premières qui ne sont pas disponibles, etc. Et donc, avec un marché en baisse, des capacités existantes, des investissements qui sont déjà faits, que les constructeurs essayent de remplir, aujourd'hui c'est difficile, quelle que soit la position compétitive de notre pays, d'attirer un troisième constructeur, même si la possibilité existe. Deuxième point qui est extrêmement important, c'est que ce marché étant en baisse, le Maroc a augmenté ses exportations vers ce marché de 50% en termes de véhicules. Donc nous gagnons des parts de marché et la pertinence du positionnement de la plateforme et de sa compétitivité automobile marocaine n'a jamais été aussi fort. Donc notre attractivité est forte, la compétitivité de nos concurrents est en baisse, le marché est en baisse, et dans cette équation, les transferts, les nouveaux investissements, les réflexions sur l'avenir proche ou à moyen terme, dans tout ce contexte-là, notre pays est parmi les mieux positionnés au monde pour augmenter les capacités. Donc voilà, on travaille dans un contexte. Dans ce contexte, on fait travailler notre plateforme à plein régime, on la consolide, on la renforce pour qu'elle soit encore mieux outillée pour attirer un troisième ou un quatrième constructeur. Un mot sur la nouvelle charte de l'investissement. Depuis quelques jours, en fait, le Maroc dispose d'une nouvelle charte de l'investissement. Le texte vient d'être publié au bulletin officiel. Vous qui êtes en contact permanent avec les industriels, les investisseurs, est-ce que vous pensez que le nouveau dispositif, avec toutes les primes qu'il contient, les primes sectorielles, territoriales, etc., le volet climat des affaires, est-ce que ce nouveau dispositif répond aux besoins spécifiques des industriels? Vous posez la question à un membre du gouvernement qui porte cette charte de l'investissement. Je ne peux dire que oui, parce que d'abord, cette charte a été faite dans le cadre de dialogue, de discussion, d'échange, de concertation avec les industriels. Elle a été faite aussi pour améliorer ou institutionnaliser les dispositifs de l'investissement qui ont été mis en place et pour corriger aussi certaines lacunes du dispositif existant et aussi pour mieux orienter l'investissement dans les régions. Donc bien évidemment, ce dispositif est un dispositif qui est plus performant, est un dispositif qui est plus juste en matière d'équité territoriale, est un dispositif qui est plus ouvert à l'ensemble des investisseurs de tous les secteurs concernés, est un dispositif qui est je le pense et je le sais de par les discussions que nous avons eues avec les opérateurs, fortement apprécié et fortement attendu. Et qu'est-ce qu'on attend de vous en tant que ministère de l'Industrie? Quel est le rôle du ministère de l'Industrie dans l'implémentation? C'est toujours le même. On a un rôle de préparation
des infrastructures, on a un rôle de consolidation des écosystèmes, on a un rôle d'orientation, on a un rôle d'accompagnement transversal. La charte a un rôle très spécifique dans tout ce dispositif d'accompagnement, c'est le rôle d'accompagner et de mettre en place le soutien financier de l'État. Mais au-delà du soutien financier de l'État, il y a toute la stratégie industrielle, il y a tout l'accompagnement des écosystèmes, il y a toute la formation qu'il faut mettre en place, il y a toutes les infrastructures qu'il est nécessaire de mettre en place, et il y a tout le dispositif de gestion de la chaîne de valeur, d'attraction, d'intégration avec les autres chaînes de valeur. C'est un système complexe et complémentaire. Et j'imagine que vous avez aussi un rôle stratégique, celui du choix des secteurs stratégiques et des secteurs prioritaires. Nous avons un pack, les secteurs que nous avons, les secteurs compétitifs, les secteurs non compétitifs et les nouveaux secteurs à créer. Donc c'est un nouveau pack. Comment vous allez gérer tout ça et surtout les complémentarités qu'il pourrait y avoir entre vous et le département chargé de l'investissement? Nous avons travaillé dès le premier jour avec le département de l'investissement. Nous nous connaissons bien. C'est une équipe. Il n'y a pas de différenciation. Chacun étant dans son rôle et les deux étant orientés pour créer de l'emploi et de la valeur pour notre pays. Donc ça, c'est assez clair et c'est assez complémentaire. Et d'ailleurs, au-delà de ça, les frontières sont souples. Parce que s'il y a une meilleure aptitude d'un côté ou d'un autre à convaincre ou à ramener ou à installer un investisseur, on se laisse volontiers, on se passe volontiers la balle pour que les choses se passent du mieux possible. Alors les choix, oui, les choix sont importants, mais on est rentré, le Maroc, ça ne vous a pas échappé, la Coupe du Monde nous l'a montré de manière claire, le Maroc est passé à une autre échelle. Nous sommes passés à une échelle où ce pays est ouvert de manière complète à l'initiative ou à l'acte d'investir et l'accompagne du mieux qu'il peut en essayant bien évidemment d'organiser pour créer plus de valeur, pas pour contrôler le développement, mais pour créer plus de valeur dans un pays où chacun est libre d'investir, de créer de la valeur, d'innover et de recruter. En octobre dernier, lors de l'ouverture de la session du Parlement, le roi a appelé à l'élaboration d'un pacte national pour l'investissement et a fixé de nouveaux objectifs. 500 milliards de dirhams d'investissement à mobiliser et créer 500 000 emplois. Ma question, quelle sera la part de l'industrie dans ces investissements et dans ces emplois? Comme on est ambitieux, on veut tout prendre. Comme on est ambitieux, on veut tout prendre. Bien évidemment, ce pacte que Sa Majesté a demandé à mettre en place est un pacte très ambitieux. Et c'est un pacte qui s'aligne aussi avec les objectifs fixés par le souverain de faire en sorte que le développement soit porté par de l'investissement privé aujourd'hui, alors qu'il est traditionnellement un peu plus porté par de l'investissement public. Donc il a fixé un cap, le souverain a fixé un cap, a fixé un objectif. On est tous mobilisés au niveau du gouvernement pour atteindre cet objectif, et si je peux tout prendre pour l'atteindre, je le ferai. Bien. Alors, tout le monde parle ces derniers temps de la décarbonation, mais sur le terrain, on a l'impression que presque rien n'est fait dans le domaine de l'industrie. La nouveauté cette semaine, c'est que le mardi 13 décembre, l'Union européenne a officiellement adopté le mécanisme introduisant la taxe carbone aux frontières. Ma question, quelles sont les actions concrètes prises par le ministère de l'Industrie pour accélérer la décarbonation de l'industrie marocaine? Alors, je ne peux pas imaginer qu'un avertisseur, qu'un observateur aussi averti que vous me dise qu'il n'a l'impression qu'il n'aurait rien n'a été fait. La décarbonation, c'est un processus qui a été engagé de très longue date, au niveau de notre pays d'abord, et au niveau de l'industrie. Depuis quelques années, les choses sont assez claires et bien fixées. Les programmes, vous les avez, et votre support les a largement couverts. Mais je vais les rappeler pour enlever cette impression, et j'imagine que vous rapportez l'impression Moi, je prends juste l'exemple de nos auditeurs, Prenons l'exemple et pas la vôtre personnelle, parce que je ne peux pas le croire. Est-ce que je prends l'exemple de l'accès à la moyenne tension, par exemple? Écoutez, il ne vous a pas échappé qu'il a été signé, il y a une dizaine de jours, sous la présidence de monsieur le chef du gouvernement, d'une convention entre l'ensemble des acteurs pour permettre l'accès direct à la moyenne tension à tous les industriels de notre pays. Je pense que ça ne vous a pas échappé, vous l'avez même repris dans votre support. Donc ça, c'est acté, ça va être mis
en opération. Ça va être opérationnalisé à partir de janvier de l'année prochaine. Et donc la moyenne tension est un sujet réglé par ce gouvernement qui n'a pas été réglé par les gouvernements précédents. Et nous en sommes assez fiers par rapport à ça. Donc la moyenne tension, c'est réglé. Au-delà de ça, il n'y a pas que l'électricité. Aujourd'hui, ça y est, les choses au niveau électrique. L'autoproduction vient d'être votée au niveau du Parlement. Vous voyez qu'on est en train même d'ouvrir pas mal de sites d'autoproduction de plusieurs opérateurs, etc. Et ça va se multiplier. Troisième chose, nous avons mis en place il y a 2 ans un programme Tatouer Croissance Verte qui accompagne la transition des PME, parce qu'on sait que les grosses entreprises aujourd'hui, et on va prendre l'exemple des constructeurs, quand on prend l'usine Renault à Tanger, elle est net zéro. Empreinte carbone, net zéro. Donc les multinationales se sont engagées, ont leurs moyens, travaillent, ont déjà atteint, si ce n'est, ils sont au-dessus des seuils fixés pour pouvoir accéder aux marchés internationaux. Nous avons mis depuis 2 ans en place un programme de transfert et d'accompagnement de nos PME qui s'appelle Tatouer Croissance Verte, qui aujourd'hui accompagne au niveau des études jusqu'à hauteur de 80 ou 90% du montant et des investissements jusqu'à hauteur de 30% pour pouvoir assurer cette bascule et pas seulement dans l'électrique. Restons dans la taxe carbone aux frontières et je vais vous demander peut-être d'être un peu plus didactique à l'égard des entreprises. Qu'est-ce que ça change concrètement? Qu'est-ce que ça implique pour les entreprises marocaines? Quels sont les secteurs concernés et à partir de quel moment ça va s'appliquer? Ce qui est clair, c'est qu'il y a 6 options au niveau de ce qui a été voté par l'Union européenne. Alors ces 6 options sont différentielles. Alors, on parle soit du secteur de l'acier, du ciment, etc. Voilà, on parle de ces secteurs-là. Après, qu'est-ce qu'on va prendre en compte au niveau de l'acier? Je prends l'exemple. Est-ce que c'est l'exportation d'acier brut vis-à-vis de l'Union européenne qui va être prise en charge, ou est-ce que c'est le contenu en acier du produit que nous envoyons au niveau de l'Union européenne? Tout ça n'est pas encore précis. Tout ça, ce sont des mécanismes qui sont en train d'être mis en place. Nous avons les moyens de calculer les 6 options et nous les suivons de manière très intéressante. Et puis dans ces produits, quelle est la valeur des produits? Quels sont les produits qui vont être touchés? Au-delà de ça, le calcul, il peut être fait de manière différente. Est-ce qu'on fait le calcul en fonction du certificat de production de l'entité qui produit, avec la traçabilité qu'il faut, ou on prend une moyenne, ce que l'Union européenne essaye de faire, et ça c'est un peu plus compliqué, on prend une moyenne par rapport à un pays. Et là aussi on essaie de se positionner, soit en tant que pays et en tant que producteur individuel, pour faire en sorte que cette taxe carbone ne soit pas un inconvénient pour notre compétitivité, mais au contraire un avantage. Parce qu'il ne faut pas le voir comme quelque chose qui est lourd à porter par nos industriels, il faut le voir comme quelque chose qui peut leur éliminer de la concurrence. Sachez que nous, aujourd'hui, le Maroc, au niveau de l'électricité par exemple, en produisant à partir d'électricité renouvelable, on produit moins cher qu'en produisant à partir d'électricité carbonée. Dans ce qu'on a signé sur la moyenne tension, il va y avoir des avantages et ça va être beaucoup plus compétitif que ce qu'on a aujourd'hui. Bien sûr, les avantages peuvent se chiffrer en fonction de la consommation, c'est assez technique et c'est assez compliqué, mais ça va être moins cher, et sensiblement moins cher. Et deuxième des choses, si dans ce dispositif-là, il y a aussi la partie logistique, la proximité du Maroc fera en sorte qu'il sera encore plus avantagé par rapport à sa concurrence classique. Donc croyez-moi, ce dispositif, nous le voyons par rapport au positionnement du Maroc, par rapport à ses qualités, mais aussi par rapport à son engagement de longue date, sans arrière-pensée, pour développer, sous l'égide et l'impulsion de Sa Majesté, une stratégie de développement durable très engagée. Nous sommes aujourd'hui positionnés pour considérer ce mécanisme d'ajustement aux frontières comme un avantage plutôt que comme un inconvénient. Donc vous restez confiant, aucun risque sur la compétitivité. Je ne suis pas confiant. Aucun risque sur la compétitivité de l'industrie marocaine. Il peut y avoir des risques sectoriels sur lesquels on travaille. Il y a des risques, par exemple, par rapport au recyclage de tissus, sur lequel on travaille de manière très précise et très claire. On a du travail à faire. Donc le secteur privé est associé à cette transition. On travaille au jour le jour par rapport à ça. On a des choses à faire, on n'a pas fini, mais on a des places à prendre.
Vous venez de le dire, maintenant que le Maroc dispose d'une énergie à bas coût, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'industrie est rentable aujourd'hui par rapport à d'autres secteurs? Je cite par exemple le bâtiment ou l'immobilier. Je ne veux pas faire de comparaison avec d'autres secteurs. Ce que je peux constater, par contre, c'est qu'au niveau du volume des investissements et de la part de l'industrie par rapport à la part de l'immobilier, il y a une vraie inversion par rapport à il y a 10 ans. Ça veut dire, grosso modo, on va faire simple, dans les IDE, il y avait 30% d'immobilier, 15% d'industrie il y a 10 ans. Aujourd'hui, les facteurs se sont inversés. Donc, visiblement, les opérateurs économiques considèrent l'investissement industriel aujourd'hui comme attractif et comme plus attractif que l'investissement immobilier. La politique de l'État y a été pour beaucoup. Le développement des stratégies sectorielles industrielles ont démontré que c'était un secteur porteur et un secteur rentable et compétitif. Et aujourd'hui, nous sommes assez confiants que non seulement c'est l'un des secteurs les plus rentables et les plus compétitifs, mais c'est aussi l'un des secteurs où il y a d'énormes perspectives de création d'emplois et de valeur pour notre pays. Alors, en parlant d'énergie renouvelable, on l'a vu récemment, le Maroc séduit de plus en plus les investisseurs internationaux. Plusieurs investisseurs internationaux ont exprimé leur volonté de venir investir au Maroc dans l'hydrogène, etc. Ma question, vous, en tant que ministre de l'Industrie, en contrepartie des ressources éoliennes et solaires, qu'est-ce que le Maroc gagne? Parce qu'il y a une composante industrielle à laquelle il faudrait insister. Je prends l'exemple par exemple de X-Links. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre que ce projet-là, méga projet, l'initiateur de ce projet va construire une usine en Écosse pour produire du câble, au lieu de construire cette usine au Maroc? J'aurais bien aimé la voir. J'aurais bien aimé la voir, mais sachez que, on va faire simple, c'est un projet à 20 milliards de dollars, plus ou moins. Dans ce projet, le client, c'est qui? Le client, c'est la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne dit, moi, pour que j'achète cette électricité, j'ai besoin d'une intégration industrielle. Je ne peux pas lui enlever, c'est lui qui paye. Donc il dit, je demande 50% d'intégration industrielle, donc je demande 10 milliards. Donc celui qui fait ce projet, comme nous, quand on fait un projet, on demande l'intégration industrielle, halal. À partir de là, qu'est-ce qui me reste à prendre? Moi, j'ai 10 milliards par ailleurs à prendre. Donc ces 10 milliards, je vais aller les chercher, je vais aller les prendre. Je peux construire des éoliennes, moi, des mâts, des pales, etc. Je peux construire des batteries, et ça aussi, ça fait partie de mon portefeuille pour attirer des investisseurs pour stocker l'énergie. Je peux utiliser cette capacité pour dessaler de l'eau, etc. Donc j'ai au moins 50% de la valeur ajoutée à aller chercher. Je vais aller chercher le maximum que je puisse chercher dedans. Alors, au-delà de ça, pour vous faire le schéma, et le schéma est simple, il a fait l'objet d'une réunion au niveau de Sa Majesté et d'un communiqué du cabinet royal, cette évolution nous fait changer d'échelle. C'est ça qu'il faut qu'on se dise. On passe de projets à des centaines de millions de dirhams, à centaines de millions d'euros, à des projets à 10, 20, 30 milliards d'euros. Et qu'est-ce que ça change? Ça change dans tout ce qu'on peut mettre autour derrière. Ça veut dire qu'on vient avec des projets comme ça, on vient avec la capacité non seulement de fournir de l'électricité et de l'hydrogène au monde, et on devient l'un des centres de la sécurité énergétique mondiale, imaginez ce que ça veut dire, mais à partir de là, on commence à avoir de l'électricité et de la chaleur pour notre pays qu'on peut utiliser pour développer toute l'industrie, pour livrer toute l'industrie, non seulement pour ces projets-là, mais aussi avoir accès à des quantités inimaginables d'énergie qui vont nous permettre de transformer notre pays, non seulement au niveau industriel, mais aussi au niveau de son accès à l'eau. Et ça, c'est exceptionnel ce qui est en train de se passer dans notre pays. Regardez ça avec confiance, ça va être transformatif. En parlant de l'eau, il y a aussi des projets de dessalement de l'eau de mer. Là encore, quel est l'apport du ministère de l'Industrie? L'apport du ministère de l'Industrie est clair. Tout ce qu'on construit comme infrastructure, le ministère de l'Industrie va chercher le maximum d'intégration et le maximum de potentiel d'intégrer soit des opérateurs marocains, soit d'attirer des investisseurs pour qu'ils fassent de l'intégration locale. Donc tous ces projets d'infrastructure, que ce soit
du chemin de fer, que ce soit du dessalement, que ce soit de l'énergie, que ce soit tout autre projet d'infrastructure dans notre pays, le gouvernement en entier est mobilisé à faire en sorte que la valeur ajoutée locale soit la plus importante possible, donc qu'il y ait de la création industrielle pérenne, non seulement pour ces projets, mais pour la suite, et qu'il y ait de la création d'emplois. Alors, prenons l'exemple de la station de dessalement de Casablanca, la plus grande en Afrique. Oui. Est-ce que vous avez eu un droit de regard sur les caractéristiques ou les aspects industriels de... Bien évidemment, un droit de regard, non, mais on a participé, on a contribué, on a proposé les activités de notre écosystème, et plus encore, mieux encore, les soumissionnaires ont tout intérêt à faire travailler nos industries compétitives plutôt qu'à faire en sorte de ramener des modules tout faits. Tout ça rentre dans le cadre de la stratégie du gouvernement de faire en sorte que l'argent public, l'argent des Marocains, serve à faire travailler des Marocains d'abord. Après, si on ne sait pas faire de manière compétitive, on regarde, ça fait mal, on digère, on apprend et on travaille pour être mieux positionné la prochaine fois parce que ce n'est pas la dernière station de dessalement qu'on va faire. Là, vous parlez de la préférence nationale. On parle de la préférence nationale, mais on ne parle pas de la préférence nationale de manière, on va dire, sauvage. La préférence nationale, juste, je parle même moi de la chance, donner la chance à l'opérateur national. Le mettre à pied d'égalité, faire en sorte qu'il soit considéré, qu'on lui fasse confiance, comme ce qui s'est passé dans le mondial. Faire confiance aux Marocains, leur donner leur chance. Et vous verrez, que ce soit au niveau de l'argent public, que ce soit au niveau des marchés publics, que ce soit au niveau des dirigeants, que ce soit au niveau des jeunes qu'on recrute, vous verrez Marona Loge. J'enchaîne, Monsieur le ministre, si vous permettez, avec la fiscalité. Le Parlement vient d'adopter le projet de loi de finances 2023. Il y a eu tout un débat sur les nouvelles mesures fiscales, notamment celles relatives aux zones d'accélération industrielle, la suppression des avantages fiscaux aux entreprises installées dans les zones d'accélération industrielle. Qu'est-ce qui a changé finalement? Parce qu'il y a eu autant d'amendements en cours de route. Et est-ce que cette instabilité fiscale ne risque pas de réduire l'attractivité de la plateforme industrielle marocaine? C'est difficile d'appeler ça instabilité fiscale. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on travaille selon des priorités. Et c'est normal que les gens qui gagnent un peu plus de bénéfices soient un peu plus solidaires parce qu'on a des projets sociaux extrêmement importants et des besoins sociaux énormes. Le plus gros projet porté par Sa Majesté, qui est le projet de la protection sociale universelle pour tous, qui est un projet qui est extrêmement structurant pour notre société, nécessite des financements. Et ces financements-là, on ne va pas aller les chercher dans la poche de ceux qui n'ont pas et ne pas le prendre dans la poche de ceux qui ne créent pas de bénéfices. Donc c'est normal qu'il y ait de l'équité fiscale, que celui qui gagne plus de 100 millions de dirhams contribue à hauteur de 35%, ou à hauteur, graduellement, pour que ça aille à hauteur de 35%. Maintenant, dans les conditions actuelles, en discussion et le gouvernement étant à l'écoute des propositions de l'ensemble des opérateurs lors de ce débat, parce que le Parlement est un espace de débat institutionnalisé, il a été jugé préférable de ne pas prendre cette mesure cette année-là et de continuer à réfléchir pour voir quelle est la meilleure option. Un mot sur ce vaste chantier de souveraineté industrielle. Le ministère évoque 1095 projets de substitution des importations avec un objectif de créer 250 000 emplois. Est-ce que vous pouvez partager avec nous le bilan de cette stratégie à l'instant T? Alors, à l'instant T, on est passé de 1095, je ne sais pas quand est-ce que vous avez eu cette information, à 1299 projets. Donc c'est quelque chose qui évolue, les intentions de projet arrivent de manière quotidienne, on va dire on est à plus ou moins 2 ou 3 projets nouveaux par jour, et c'est exceptionnel ce qui se passe au niveau de l'attractivité. Je reviens sur le terme attractivité de l'industrie pour les investisseurs nationaux et internationaux, parce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui 87% des investisseurs sont des investisseurs nationaux dans l'industrie. Au niveau de la souveraineté. Donc on est sur une dynamique extrêmement positive, sur des projets qui sont en train de se concrétiser jour après jour. Mieux encore, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que 60% de ces projets sont des réinvestissements. Donc ce sont des gens qui sont
qui ont déjà investi dans l'industrie, qui ont réussi et qui considèrent que c'est le moment de grandir ou de faire autre chose. C'est dire qu'on est dans une dynamique extrêmement positive, qui est transformative, qui fait partie du processus de transformation, non seulement à travers de l'investissement étranger, mais je le répète, 87% c'est du capital marocain. Et aujourd'hui, mieux encore, dans le cadre de la nouvelle charte d'investissement, qui prévoit aussi une régionalisation de la gestion un peu plus élargie de la gestion de l'investissement, figurez-vous qu'aujourd'hui, on est passé à un système où 42% des flux de projets viennent directement des régions sans passer par nous, et ça, c'est exceptionnel. Comment convaincre l'investisseur aujourd'hui de choisir l'industrie? Donnez-nous au moins 3 raisons qui pourraient inciter un investisseur à orienter son choix vers l'industrie. Parce qu'aujourd'hui, première des choses, quand on fait un investissement, au-delà de l'aspect économique, il y a un aspect faire quelque chose. Vous savez, les investisseurs, contrairement à ce qu'on croit, on dit souvent que l'entreprise est là pour faire des bénéfices, on apprend ça dans tous les cours de toutes les universités. L'investisseur a envie de marquer, de faire un acte qui marque, comme tout être humain. Aujourd'hui, investir dans l'industrie, c'est créer de l'emploi et créer de la valeur et participer au développement de la société. Et ça, c'est la première des choses que l'on ressent. Et dans ces projets de souveraineté, on voit beaucoup d'importateurs qui sont en train de dire « moi, ce que je fais, je suis en train de faire travailler des gens de l'étranger. Vous m'avez démontré qu'on était capable de le faire de manière compétitive chez nous. Je vais le faire et je vais créer de la valeur pour mon pays. Je vais me battre pour le maillot. » Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est aujourd'hui, comme on en a discuté, l'une des activités d'investissement la plus rentable. On voit que certains secteurs sont un peu moins rentables qu'avant, et un peu moins liquides en tout cas, mais au niveau industriel, ce sont des secteurs de plus en plus rentables. Troisièmement, il y a d'énormes opportunités. Aujourd'hui, on est à 370 fiches d'opportunités que le ministère a identifiées, a affichées. On va arriver encore avec de nouvelles opportunités dans quelques semaines qui sont liées à l'innovation. Donc il y a énormément de projets potentiels. Et quatrièmement, il y a un marché, grâce aux accords de libre-échange, qui est infini. Aujourd'hui, on est parmi les plus compétitifs au monde, parmi les plus propres au monde, parmi les plus productifs au monde, parmi les plus inventifs au monde. Il ne reste plus qu'à être parmi les plus ambitieux au monde. C'est ce que la Coupe du Monde a démontré et c'est ce que nous demandons à nos opérateurs de retenir comme leçon pour aller conquérir le monde avec tous ses atouts. Monsieur le ministre, avant de clore cette émission, je vais vous citer 3 noms et je vais vous demander de nous donner un petit commentaire pour chacun de ces noms. Je commencerai par Mohsin Jazouli. Alors, un acteur essentiel dans l'équipe gouvernementale pour développer la capacité à attirer de l'investissement. Et donc, pour moi, le partenaire majeur au niveau du gouvernement pour aller chercher les industriels. Aziz Akhnouch. Un coordinateur, le chef d'orchestre du gouvernement, sans qui on ne peut pas faire avancer les projets et les stratégies que nous souhaitons faire avancer dans notre ministère. 3e et dernier nom, Moulay Hafid Al-Alami. La référence en tant que ministre de l'Industrie. Riyad Nzour, ministre de l'Industrie et du Commerce, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous, chers internautes, d'avoir suivi cette émission. À très bientôt.